L'Europe augmente son niveau de préparation à une guerre éventuelle. Regardez le tweet des armées montrant le Charles de Gaulle avec ce sous-titre « L'argument de poids ». On va voir dans quelques instants une succession d'images, d'exercices, de tweets, de films, de clips qui sont produits de manière d'ailleurs assez convaincante et développée par les armées qui semblent montrer une montée de l'exercice de la préparation. Colonel Goya, il y a visiblement une manière non seulement de le faire mais de le montrer. Oui, bien sûr. De toute façon, à quoi sert-il d'avoir des moyens si on ne les montre pas et à quoi sert-il de faire des démonstrations de force si l'univers ne le sait pas, pour reprendre ce que disait Delattre. Globalement, voilà, on s'entraîne parce qu'il faut se préparer nos forces, on s'entraîne aussi. L'entraînement, ces déploiements de force, c'est aussi un message qui est porté à un adversaire éventuel en disant voilà, nous avons des moyens et nous avons la volonté de nous en servir. C'est toujours, les deux vont toujours ensemble. Donc c'est à la fois technique. C'est nécessaire et en même temps ça fait partie de la stratégie dite déclaratoire ou de communication. Ces développements, ces précisions qui sont données sur les sous-marins norvégiens et la frégate française qui travaillent ensemble. Non seulement il y a les armées françaises, mais une multiplication des collaborations avec les Norvégiens, avec les Baltes, avec les Polonais. En l'occurrence, c'est la défense au large des espaces maritimes européens. Autre exercice, les Rafales et les Gripen en Suède, survolant la mer Baltique et les immenses forêts de Laponie. 6 avions de combat français Rafale s'entraînent aux côtés d'avions suédois Gripen dans le cadre de l'exercice Pégase Grand Nord qui vise à tester le déploiement rapide de l'armée de l'air dans d'autres pays européens. Samantha Bendern, vous qui avez travaillé à l'OTAN, il me semble jamais on avait vu un tel effort de démonstration. Ce qui est surtout intéressant, c'est que la France se rejoint aux pays nordiques, parce que les pays nordiques ont vraiment une très grande tradition de coopération entre eux, même hors cadre otanien, parce qu'ils se sentent, d'abord il y a une solidarité nordique, ils ont conscience de la menace russe d'une façon différente que nous l'avions en France, et que la France se joigne à ces exercices, c'est une vraie démonstration de solidarité européenne et otanienne dans une région qui pourrait être un des nouveaux fronts en cas de guerre avec la Russie. Donc c'est très important et surtout ce qui est intéressant, c'est la Suède qui participe pleinement à cet effort maintenant que la Suède fait partie de l'OTAN. Il y a une concentration vraiment sur le nord de l'Europe. Tout à l'heure on verra la carte, mais écoutez d'abord le clip toujours produit par les armées françaises sur cet exercice Pégase qui se concentre effectivement dans ce qu'on peut appeler le Grand Nord et la région Baltique. Voilà, Benoît Billon. C'est Power Up. C'est le morceau, c'est Power Up. Alors vous êtes le seul à vous bluffer, colonel. Comment est-ce que vous connaissez ça, vous? J'ai utilisé Shazam. Ah, Shazam, d'accord. Oui. Je comprends. Moi, j'avais pas la musique. Il y a plusieurs éléments intéressants dans cette communication. D'abord, effectivement, le Grand Nord et puis le Charles de Gaulle qui lui revient de Méditerranée orientale, c'est-à-dire aux portes de la mer Noire, ce sont les deux flancs maritimes de l'Europe face à la Russie. Donc évidemment, le message est dirigé vers les Russes. Il y a deux choses. D'abord, c'est une façon pour la France d'affirmer un leadership militaire en Europe. La deuxième chose, c'est que ce sont des exercices qui se déroulent dans le cadre de l'OTAN. Il n'y a pas d'Américains. Et ça, c'est aussi quelque chose de significatif. D'habitude, dans les exercices de l'OTAN, il y a toujours des Américains. Les avions, les ravitailleurs, là, sont français, ils ne sont pas américains. Les capacités qui sont aujourd'hui testées, c'est entre Européens. Donc on peut se dire, c'est bien, c'est le pilier européen de l'OTAN qui monte, mais c'est aussi, en creux, un exemple du désengagement relatif des États-Unis de la défense de l'Europe. Ça va très vite. Trump est là depuis le 20 janvier. On est le 23 avril, 24 avril. Et en quelques mois, déjà, les Européens sont forcés de s'organiser sans les Américains. Mais ça montre pourquoi il faudrait peut-être pas être trop pessimiste par rapport à cette capacité des Européens de créer une défense européenne. Parce qu'en 3 mois... le paysage s'est transformé. Alors oui, les résultats sont pas encore concrets et il faut continuer à être exigeant et dire bon, maintenant il y a assez de paroles et il faut agir, mais en même temps,
quand on voit ce clip, quand on voit la coopération, même le fait que le Royaume-Uni va maintenant sans doute pouvoir faire partie du programme européen d'emprunt pour pouvoir et de financement pour l'armement. C'est vraiment assez extraordinaire de voir à quel point les choses peuvent aller si vite quand on a envie. Donc voilà, peut-être arrêtons de nous auto-flageller autant, ne baisserons pas la garde, soyons exigeants vis-à-vis de nos dirigeants, mais voilà, il y a quand même des choses qui se passent très très vite. Il y a une forme de surenchère générale du côté des Russes. Écoutez Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui dit tout ça est contre nous. Nous avons l'impression, dit-elle, que l'OTAN se prépare à une guerre contre nous. L'ampleur et le nombre d'exercices de l'Alliance de ces pays membres, avec des scénarios non seulement défensifs, mais aussi offensifs, augmentent. En 2024, les pays membres de l'OTAN ont organisé plus de 1000 entraînements. Les manœuvres complexes de la coalition, qui se sont déroulées de janvier à juin, sont devenues les plus importantes depuis la guerre froide. L'idée est claire, il s'agit d'une confrontation sur le flanc oriental de l'ennemi. Le nom de l'ennemi est clair, notre pays est désigné. On est revenu à la guerre froide. Oui, complètement, oui, bien sûr, de ce point de vue, bien sûr. De la même façon, pendant la guerre froide, on faisait énormément d'exercices. C'était exercice toujours de déploiement. Enfin, il y a deux aspects. Un, on se déployait, être capable de le faire, c'est pas forcément évident, c'est une manœuvre en soi, de se déployer très loin. Et ensuite, apprendre à travailler ensemble. Et donc, c'est exactement ce que l'on fait de la même façon. Et l'ennemi, bien sûr, il est peut-être baptisé rouge, orange, vert, rouge, orange plutôt, mais on sait très bien qui c'est, quoi. Et regardez ces images d'exercice. Là encore, ce sont les images partagées par l'armée française, oui, qui précisent bien que ce sont des exercices faits par comparaison à ce qui se fait en Ukraine. Donc on est au stade où l'armée française se prépare très exactement à un affrontement, disons, classique, conventionnel, en s'inspirant des enseignements de l'Ukraine. Juste les images, c'est le centre de combat d'entraînement, la zone urbaine, qui se trouve au camp de Sissonne, où on travaille effectivement toutes les tactiques urbaines, et qui sont toujours alimentées, j'ai fait ça pendant des années, qui sont alimentées par le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on observe ce qui se passe, et on essaie de faire modifier nos propres méthodes en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, quoi. Ou en adoptant certains équipements. C'est de l'entraînement au combat urbain. On voit aussi l'utilisation de drones. Petite anecdote intéressante, les Danois ont envoyé maintenant des soldats danois s'entraîner en Ukraine à la guerre avec l'utilisation de drones, parce qu'ils estiment que l'Ukraine a maintenant quelque chose à apprendre à l'armée danoise. Donc on a l'Ukraine aujourd'hui qui forme des militaires de l'OTAN à la guerre moderne, la guerre moderne avec son côté 20e siècle aussi, avec la guerre des tranchées qu'on voit en Ukraine. Et donc, oui, c'est intéressant de voir que la France, alors est-ce qu'elle est en train de s'entraîner à défendre des villes européennes ? Eh bien, il faut l'espérer. De toute façon, il y a deux armées en Europe aujourd'hui qui ont une expérience récente et pertinente de la guerre de haute intensité, c'est l'armée russe et l'armée ukrainienne. Donc il faut qu'on aille chercher les compétences là où elles sont. C'est évident que plus on travaillera avec les Ukrainiens, alors on voit des soldats britanniques aussi là à l'image, plus on travaillera pour récupérer des retours d'expérience de l'Ukraine, plus on sera pertinent s'il faut défendre l'Europe. Maintenant, il y a un effort d'entraînement, de retour d'expérience. Et puis derrière, il y a un effort matériel et capacitaire, industriel, qui, lui, va prendre un certain temps avant de porter ses fruits. Ce qu'on sait du plan Trump en l'état, c'est qu'il dit aux Européens, si vous voulez envoyer des troupes, faites-le. Et les Américains disent, ils n'y sont pas opposés. Est-ce que cette hypothèse est en train de prendre corps ? En tout cas, le Premier ministre britannique y est prêt et le président de la République française y est prêt également. Toute la question est de savoir, encore une fois, quelle forme prendra finalement ce plan de paix. Encore une fois, Witkoff va passer quelques heures avec Poutine demain. On ne saura pas ce qui seront dit, comme la dernière fois. Et je doute que dans l'accord qu'il faudra bien... Si un jour il y a un accord entre les États-Unis et la Russie, il faudra que ce sujet soit mentionné. Des troupes, même contre la volonté des Russes. Et les Russes ont toujours dit qu'ils n'en voulaient pas. Ouais. Donc est-ce que la France osera, est-ce que les Royaumes-Unis, les Italiens sur notre antenne disaient nous pas. Est-ce que parfaitement illusoire. Est-ce que les Européens oseront que nous ferons ce que nous voulons, puisque c'est les Américains qui de toute façon devront assurer en dernier ressort la sécurité de ces troupes. Eh bien, ils devront évidemment avoir l'accord des Russes. J'ajoute un autre élément, c'est qu'il y a
un chaînon manquant dans le raisonnement. Cesser le feu, ok, très bien, ça économise des vies, très bien. Mais ce cessez-le-feu, qui le surveille? Personne. Est-ce que vous avez vu quelque part dans le monde un cessez-le-feu sans neutre pour le surveiller? Nulle part. Puisque d'abord les troupes sont imbriquées sur 1200 km de front, il faut les désimbriquer. Et pour les imbriquer, il faut qu'il y ait un arbitre. Il n'y a pas d'arbitre, il n'y a donc pas de cessez-le-feu. Sur ce sujet, lisez la réaction de Shoigu en Russie. On voit à quel point les Russes sont irrités, sensibles sur cette question des troupes au sol. Les hommes politiques sensés en Europe comprennent que la mise en œuvre d'un tel scénario, on parle des troupes au sol, pourrait conduire à un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie et, par la suite, à une troisième guerre mondiale. L'épouvantail de la troisième guerre mondiale est ressorti par les Russes. C'est pas là-dessus. la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, au demeurant. Ils le font régulièrement. C'est une tactique de pression diplomatique qui réutilise fréquemment. Le vrai problème, c'est effectivement celui que mentionnait Claude Benchemenon, c'est qui garantit la sécurité de ces troupes-là. Quels pays sont... Parce qu'en fait, tous les pays européens n'iront pas. Un pays comme la Pologne, par exemple, est extrêmement réticent à prendre des engagements vis-à-vis de ce qu'il ferait en Ukraine après Le président de la République a dit, c'était une conférence de presse il y a quelques jours, il a dit, des troupes de réassurance, elles sont là pour combattre. Si les Russes devaient réattaquer après cessez-le-feu, après un cessez-le-feu, les Français combattraient. Oui, alors d'abord, rappelons, oui, il y a un cessez-le-feu. Dans le cessez-le-le, il y aura du côté russe, effectivement, la mention, nous ne voulons pas de troupes européennes ou de qui que ce soit, enfin d'unités de combat qui soient sur le sol ukrainien. Ça, c'est absolument exclu. Donc si on le fait, les Russes pourront dire que l'accord n'a pas été respecté et ils pourront peut-être faire effectivement quelque chose et reprendre l'initiative. Ça, c'est une possibilité. Si on ne le fait pas, comment dire, on peut imaginer, je pense, que ces forces ne sont pas forcément obligées d'être sur le sol ukrainien. Elles peuvent être en Roumanie, elles peuvent être en Pologne, en disant, sur demande du gouvernement... C'est une réassurance lointaine. Ça fait quelques centaines de kilomètres, c'est pas un problème, ça, techniquement, je veux dire. Mais au moins, il n'y a pas de prétexte côté russe. C'est pas le grand panache, disons. C'est vrai qu'on dit, on va faire une réassurance, on va se mettre dans un pays à côté. Mon avis, c'était qu'il fallait le faire avant la guerre. Voilà. Que si effectivement on avait voulu dissuader la Russie, il fallait envoyer des brigades et des escadrons de chasse en Ukraine, devant, et comme on le fait dans les pays baltes. En tout cas, la division des Européens, vous faisiez allusion aux Polonais. Les Polonais, ce soir, disent qu'il faudra que l'Ukraine fasse des concessions. C'est quand même très intéressant. Les Belges, on l'apprend aussi, les Belges vont acheter des F-35 américains. Ça paraît tellement inouï après tout ce qui se passe, c'est-à-dire, tout le monde dit on va se battre, on va résister face aux Américains. Et en réalité, les Belges, après d'autres, il faut dire les Danois l'ont fait aussi, les Belges vont acheter des F-35 américains. Oui, les Européens sont divisés. Et par exemple, si on avait cette coopération franco-britannique en Ukraine, il faut quand même se souvenir que les Britanniques restent très dépendants des Américains en termes d'approvisionnement en armement. Donc, on voit très bien les obstacles qui arrivent, mais... Moi, je reste optimiste dans la mesure où, jusqu'à présent, l'Europe a toujours réussi à surmonter les défis quand elle était vraiment, vraiment, vraiment coincée au mur. Et là, le mur, il s'approche très rapidement. Quant à cette menace de Shoigu, ce que la presse britannique explique aujourd'hui, une des variantes qui est envisagée, ce serait des troupes franco-britanniques dans une partie occidentale de l'Ukraine. Donc pour qu'elles soient en combat avec la Russie, il faudrait que les Russes viennent jusque dans la partie occidentale.